Il y a une chose qui influence énormément la santé sur le plan cardiovasculaire et en général, c'est l'alimentation. Or, ce domaine est une vaste zone de non-science. Les preuves scientifiques sur lesquelles ont été fondées les recommandations nutritionnelles pendant 3 décennies sont très faibles. Et les vieux préceptes sont en train de s'effondrer, les uns après les autres. En particulier ceux qui nous ont fait fuir les aliments riches en gras ou en cholestérol. Les graisses de bonne qualité sont en fait bénéfiques. C'est le sucre qu'il aurait fallu diminuer, pas le gras. Le sucre raffiné, bien sûr, mais ça on le sait. En revanche, on oublie que le pain, les pâtes, les céréales, les patates, le riz, l'amidon, etc. sont aussi des sources de sucre. Les hydrates de carbone sont des sucres. Bref, la base de la pyramide alimentaire vacille. Au lieu de prévenir les maladies cardiovasculaires et métaboliques, obésité, diabète, cancer, etc., on les a favorisées. Il est temps de tout repenser. Regarde là, s'il y a du poisson. L'élevage, non, tu peux prendre de l'élevage, mais on voulait prendre un poisson du lac, si possible. Mais alors après, il faut faire attention avec toutes ces préparations qui sont marinées dans une sauce. Oui. Il y a du sucre dedans? Oui, souvent ils rajoutent du sucre. C'est vrai qu'on apprend à lire les étiquettes. Hein? Zutaten, Fischfleisch, Apfelzucker, sucre. Sucre. Il y a du sucre partout. Il est partout, ouais. C'est trop sucré ça. Hein. Tu donnerais ça à ta petite fille? Mais non, plus non, maintenant. Non, plus non, maintenant, plus non. maintenant. Et le maïs. Hein. On avait fait ça, mais t'as le... Ah oui. Maïs et sucre. Ah, les Alors, on bonnes cherche... viandes séchées me feraient bien plaisir. Ah oui, là, il y a plein de choses qu'on ne comprend pas. Alors, lactose. Ah, c'est du sucre. Donc, même dans la C'est une viande sorte de séchée, sucre. Ouais. c'est une sorte... Donc, c'est sucré, ça aussi. Et ici, c'est à glucose. Et là, il y a aussi du sucre, regarde. Glucose. Glucose et sucre. sucre. Ouais. Et là, la Et ça, glucose, c'est sirop. Et ça, c'est du sirop de glucose. Voilà. Donc là, il faut faire attention. Hein. Autrefois, nos ancêtres chassaient pour survivre. Aujourd'hui, Johannes et Astrid sont à la chasse au sucre avec leur conseillère en nutrition, Ulrika Lecquet. Ils avaient pris insidieusement du poids au fil des années. Arrivés à la retraite, ils ont décidé de changer radicalement leur manière de manger. Là, c'est le rayon. La tâche n'est pas simple. La quantité et la diversité de types de glucides qui entrent dans la composition de multiples aliments est invraisemblable. Cette invasion coïncide exactement avec l'aggravation de l'épidémie d'obésité et de diabète. Elle coïncide aussi avec la diabolisation du gras et l'arrivée des produits allégés, mais très chargés en amidon, qui est aussi un sucre. C'est bien pour le pain. C'est bien. À rebours de toutes les recommandations nutritionnelles, ils vont cuisiner des repas riches en matières grasses diverses, mais sans sucre, ni pain, pâtes, riz ou pommes de terre. Puis avec les framboises, tu voulais manger de la crème? Ah oui. Ah oui. Ah, la double crème, tu dis. La C'est double mieux. crème, en Ouais, tout cas, il n'y a pas d'additif, il n'y a pas de... Oui, c'est ce que tu m'as dit. C'est tout naturel. Et là, On est compte, en régime, on peut manger la double crème. Alors. Ça alors. Ce régime s'appelle LCHF. LCHF pour Low Carb High Fat, c'est-à-dire pauvre en hydrates de carbone, donc en sucre, et riche en lipides, c'est-à-dire en graisse. Une diète très en vogue en Suède où elle fait de plus en plus d'adeptes. On parle également de diète cétogène ou keto diet en anglais. Ce qui m'a plu dans tout ça, c'était que c'était à peu près le premier régime dont j'avais entendu parler où on sort de table, on n'a plus faim. C'est pas un régime, c'est une forme de vie, c'est une façon de voir les choses. J'ai pris conscience aussi de plein de choses dans la nourriture que je connaissais pas auparavant. 18 mois après avoir changé sa manière de manger, Johannes a perdu 13 kilos. Et Astrid, encore plus. Oui, moi je me sens bien, je me sens très bien. J'ai 15 kilos de moins, c'est pas rien. Donc j'arrive quand même à bouger tout d'une autre manière. Je suis très contente. Très bien. Manger moins de glucides a eu d'autres effets bénéfiques. Johannes n'a plus besoin de la machine CPAP contre les apnées du sommeil avec laquelle il devait dormir. Et ses problèmes d'asthme ont beaucoup diminué. Pour le médecin, il
ils n'osent pas critiquer parce qu'ils voient la différence, mais ils n'osent pas confirmer non plus. J'ai l'impression qu'il y a un flou. On sait que le sucre, c'est pas bien, mais de là à éliminer le pain, le riz, les patates, les nouilles, on n'y est pas encore. J'ai l'impression qu'il y a tout un travail à faire pour mettre le corps médical au courant de ce qui se passe dans ce domaine, de la recherche qu'on a vue dernièrement. Poisson du lac, légumes des maraîchers d'à côté, local, brut et pas compliqué, c'est l'esprit de cette manière de manger. Le gras exhale les saveurs et rassasie. On mange moins et du coup on oublie les calories. Aux débutants, Ulrika donne simplement une idée des proportions. Pour les protéines, donc le poisson, les œufs ou la viande ou autre, on peut compter la taille de la main. Pour les légumes, là on a 2 légumes, vu qu'on a fait une sorte de riz de chou-fleur plus les légumes au four, on peut compter à peu près les 2 mains. Et puis pour le beurre ou la sauce qui accompagne, à peu près la taille d'un poing. Les protéines, non, c'est pas important à chaque repas. Vous pouvez très bien faire végétarien avec que des légumes et des graisses, du beurre ou une sauce ou éventuellement un guacamole avec ou des tranches d'avocat. Il faut de l'imagination pour cuisiner sans farine. Mais il existe de nombreuses recettes low carb. La retraite a permis à Astrid de les tester et d'en élaborer de nouvelles. Par exemple, cette version très pauvre en glucides de pain craquant sans farine. C'est pas très compliqué. Non, il faut juste l'étaler sur les plaques, mettre au four et après on le garde dans une boîte comme ça et ça se garde pas mal. C'est un peu comme le pain suédois croustillant, oui. Ça, c'est pour Johannes. Lui, il aime bien celui-là, oui. Évidemment, l'idée de manger plus gras tout en perdant du poids est très séduisante. Elle fait dresser l'oreille à tout le monde. Mais comment cela fonctionne-t-il ? Cette diète imite les effets du jeûne. Quand le corps est privé de nourriture, il commence par puiser dans les glucides qui se trouvent dans le foie et les muscles. Quand il n'y en a plus, il va chercher de l'énergie dans les réserves de graisse. Le foie transforme ce gras en plus petites molécules, les corps cétoniques, qui vont alimenter l'organisme, mais surtout le cerveau, qui ne survivrait pas à une pénurie. Le cerveau fonctionne très bien avec des corps cétoniques. Avec un régime riche en gras et pauvre en glucides, on obtient le même effet. Le foie fabrique des corps cétoniques à partir des aliments. Il complète, si besoin, en déstockant le gras corporel. C'est la cétose, un état qui évite les pics d'insuline dans le sang. La glycémie reste stable. Spécialiste des maladies métaboliques, comme le diabète et l'obésité, François Jorneva vient de publier les résultats d'une étude qu'il a menée sur des souris. On utilisait des souris qui étaient nourries avec une diète contrôle, comme celle-ci typiquement, et des souris qui étaient nourries par une diète cétogène, qui est une pâte en réalité qui contient essentiellement du lard et du beurre, donc beaucoup de graisse saturée mais très peu de protéines. Et c'était la diète test chez des souris de ce genre-là. Le résultat est sans appel. Les souris qui ont mangé la nourriture grasse ont perdu du poids, alors que les autres ont grossi. On a cherché à comprendre pourquoi. Et chez la souris qui était nourrie avec une diète cétogène, en fait, on a constaté qu'il y avait une augmentation de la dépense énergétique qui est évidemment supérieure aux souris qui étaient nourries avec une diète standard, alors même que la quantité de calories ingurgitées était absolument identique entre les deux groupes de souris. Produire de l'énergie à partir du gras demande plus d'efforts à l'organisme. Il brûle plus que s'il utilise glucides, sucres et autres hydrates de carbone. Les souris en cétose semblent aussi plus actives que les autres. Mais cette diète augmente le risque de calculs rénaux et on ignore si le foie ne souffre pas à terme. Il manque de données sur l'être humain. De plus, cette diète est tellement éloignée des recommandations nutritionnelles actuelles que le corps médical hésite à la conseiller aux diabétiques. Je pense que le régime cétogène en tant que tel, avec vraiment une éviction quasi totale des hydrates de carbone, n'est pas indiqué.
dans un diabète de type 2. Cela dit, la réduction des hydrates de carbone, c'est quelque chose qu'on peut probablement proposer. Il y a des études qui le montrent d'ailleurs. Ça permet en général d'éviter les excursions glycémiques, c'est-à-dire que le sucre monte trop après l'ingestion d'hydrates de carbone. Évidemment, c'est surtout ce qui est sucré qui va faire monter le taux de sucre. Et les patients qui réduisent leur consommation d'hydrates de carbone vont souvent stabiliser leur profil glycémique de manière plus facile que les patients qui ont une grande consommation d'hydrates de carbone et parfois même peuvent réduire la quantité d'antidiabétiques oraux ou injectables qu'ils prennent. Réduire les médicaments ou augmenter leur efficacité, c'est une piste qui est explorée dans une autre maladie métabolique très répandue, le cancer. On sait que de forts taux de glucose dans le sang accélèrent la prolifération des cellules cancéreuses. À l'inverse, moins il y en a, meilleur est le pronostic. Avec la diète cétogène, on imite un jeûne sans affamer l'organisme déjà affaibli par les traitements et la maladie. Là encore, les médecins sont sceptiques, ou du moins, ils restent prudents sans fermer complètement la porte à cette idée. En gros, une cellule tumorale ne mange pas tout à fait, ne digère pas tout à fait comme une cellule normale. Elle a des différences. Si elle a des différences, on peut essayer de l'attaquer sur ces différences. Modifier l'alimentation et penser qu'on va être assez bon pour perturber ça, j'y crois pas. Explorer cette piste de recherche, il faut le faire. On sait désormais que face au cancer, il faut déployer plusieurs stratégies et non pas une seule. L'alimentation pourrait en faire partie, un jour. Je pense qu'avant d'imposer des contraintes, quelles qu'elles soient dans la sélection des aliments, dans éviter des aliments, il faut qu'on ait des arguments forts. Pour l'instant, il n'est pas question de prescrire un régime particulier aux patients. Mais certains décident spontanément de jeûner, parfois sans oser le dire. Mauro Friggeri est chef de clinique dans ce même service. Ces questions de jeûne, de diète et de métabolisme l'intéressent énormément et il entend se former dans ce domaine. Si un patient vous dit « voilà, j'aimerais faire un jeûne ou suivre une diète cétogène en même temps que ma chimiothérapie, qu'est-ce que je risque ?» Vous lui répondez quoi? Moi, je répondrais que les évidences qu'on a maintenant, c'est qu'il n'y a pas des risques, mais qu'on n'a pas d'évidence qu'il y a des bénéfices, même si, selon certaines études, on a plutôt l'impression que oui. Le nombre d'études publiées qui parlent alimentation, métabolisme et longévité ne cesse d'augmenter ces derniers mois. Il y a plusieurs approches qui émergent. Il y a des diètes pour lesquelles on a beaucoup plus de difficultés à avancer dans la recherche, probablement aussi parce que on n'a pas l'habitude en médecine de faire des diètes pour traiter des maladies. C'est vrai qu'avec le diabète, oui, avec l'épilepsie, oui, mais dans beaucoup de domaines, on a plutôt l'habitude de donner aux médicaments et puis c'est résolu. Les choses bougent dans ce domaine. Même si elles sont encore partielles, les données scientifiques s'accumulent. Des congrès médicaux sur l'alimentation et le traitement anti-cancer sont organisés. Les services d'oncologie s'ouvrent timidement à ces approches. Ce qui a relancé l'idée de la diète pour affaiblir les cellules tumorales, ce sont les travaux d'un Américain de l'Université de Californie. Walter Longo a testé une diète cétogène hypocalorique sur des souris malades du cancer. Il a montré deux effets. Elle fragilise les cellules tumorales et augmente la résistance des cellules saines, ce qui rend les chimiothérapies plus efficaces et mieux tolérées. Walter Longo a découvert ces choses dans les animaux et maintenant on voit des résultats qui vont dans le même sens dans l'être humain, qui ne nous permet pas encore de prescrire à tout le monde des diètes. Même on ne le fait pas, on n'est pas à l'aise, pas du tout. Si le monde médical est mal à l'aise pour donner des conseils, c'est que le lien entre nutrition et traitement a été négligé jusqu'ici, en oncologie comme dans la recherche médicale en général.
La diète cétogène pourrait être un allié potentiel, un complément au traitement dans certains cancers et dans d'autres maladies. Mais tout reste à faire. Déterminer quels aliments sont bénéfiques et vérifier qu'il n'y a pas d'effet négatif. La seule pathologie pour laquelle on a de l'expérience et des données médicales solides quant aux effets bénéfiques d'une diète cétogène, c'est l'épilepsie. On l'a vu, le cerveau fonctionne aussi bien avec des glucides qu'avec des corps cétoniques. Et chez les épileptiques, les corps cétoniques ont un potentiel thérapeutique avéré. Coucou ma biche. Noémie a 10 ans. Elle vient de passer la journée à Clairbois, une institution pour personnes handicapées. Bonne soirée, bonne soirée à toi. Au revoir, merci. À demain. Noémie souffre d'une maladie rare, si rare qu'elle n'a même pas de nom. Durant les premiers mois de sa vie, personne ne s'est aperçu de rien, ni les médecins, ni sa famille. Bravo ma biche. Oh, tu es fatiguée, hein. Un peu avant sa première année, elle se met à avoir des crises d'épilepsie et des absences très inquiétantes. Tiens Lily, ton bide. Elle a eu au début des tremblements, où elle est restée figée, mais après, c'était beaucoup des absences en fait. Des absences qui la faisaient tomber en fait par terre. Donc tout le temps on était en train d'être derrière elle, on devait tout protéger, on devait lui mettre des coussins quand on lui donnait à manger parce qu'elle avait une absence, elle se tapait la tête contre la table, elle avait des casques différents, c'était très compliqué à gérer. Même il y a eu une période où carrément on devait lui mettre un harnais qu'on tenait, parce que même si on lui tenait la main, c'était tellement puissant sa crise que du coup ça nous arrachait sa main en fait, puis elle arrivait quand même encore à tomber. Les médicaments ne suffisent pas à stopper les crises d'épilepsie. De plus, la petite fille les supporte très mal. Elle avait des effets secondaires. Elle se mutilait ou elle se tapait la tête par terre ou elle pleurait tout le temps, elle dormait pas la nuit, elle mangeait très peu. Donc on a changé 3-4 fois de médicaments. La pédiatre de Noémie propose alors de tenter une version très stricte de la diète cétogène, connue pour ses effets bénéfiques sur les crises d'épilepsie. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Noémie n'a pas le droit de sucre ou de sucre lent. Les deux autres garçons sont pas très fans de légumes. Et c'est sûr que Noémie, elle n'a pas le droit de manger des pâtes ou du riz ou des patates. Donc, je dois faire 2 repas différents. C'est quoi son alimentation de base un peu? De base, ce sera la plupart du temps des légumes, ça c'est sûr. Avec, elle peut manger tout style différent de viande, de poisson, de la dinde. Après, tout ce qui est fromage, elle peut. Tout ce qui est gras, en fait. Et même les œufs, elle peut. Vous faites comment pour les desserts? Les desserts, c'est petit fromage blanc. Les fruits, on lui en donne pas. Moi, j'ose pas parce que je sais que dans les fruits, les fraises, tout ça, elle adorerait, hein, mais je lui en donne une. Mais c'est tout, parce que sinon, il y aurait trop de sucre dedans. Louisa Bonafé est pédiatre, spécialiste du métabolisme. Elle conduit des recherches et suit des patients qui doivent adopter une diète cétogène. Cette diète n'est pas nouvelle. Elle a été mise au point autour de 1910 aux États-Unis. Tout d'abord, on a découvert que l'état de jeûne avait un effet positif sur les crises épileptiques. Donc, c'est sur cette base que les premiers chercheurs se sont penchés dans les mécanismes biochimiques du jeûne et donc on trouvait que le régime cétogène pouvait mimer le jeûne et donc favoriser une activité cérébrale moins électrique.
Les cellules du corps, ils vont changer de fonctionnement. Elles vont activer des gènes différents, produire des enzymes différents et donc fonctionner avec une source d'énergie alternative à celle du sucre. En résumé, l'expression de nos gènes est différente quand l'énergie fournie aux cellules provient des corps cétoniques plutôt que des glucides. Pour fabriquer des corps cétoniques, il faut manger beaucoup de gras et juste ce qu'il faut de protéines pour ne pas perdre sa masse musculaire. Le dosage est donc très délicat, en particulier chez les enfants en pleine croissance. Des spécialistes en diététique conseillent et suivent les familles. Nous, on calcule les calories pour que l'enfant continue à croître. Et les corps cétoniques ont cette particularité aussi de rassasier et voire parfois d'écœurer aussi un peu. Donc, l'enfant ne mange pas plus de calories qu'il ne mangerait avec une alimentation normale. C'est une alimentation qui représente à peu près 90% de graisse. Disons, l'énergie qu'il faut par jour est apportée à 90% par les lipides, les graisses. Et avec ça, il ne développe pas de problème cardiovasculaire? Alors non, généralement ce sont aussi des régimes qu'on fait à moyen terme, c'est-à-dire 2-3 ans. Et puis ce qu'on peut constater, c'est parfois des élévations des lipides sanguins, mais sans conséquence vraiment sur le système cardiovasculaire. Même chez les adolescents ou chez les adultes? Même chez eux. Alors on veille toujours évidemment à équilibrer la qualité des graisses, des lipides, en variant et en partageant les apports entre les graisses d'origine animale, beurre, crème, et puis évidemment les graisses végétales avec les différents types d'acides gras, oméga 3, oméga 6, etc., oméga 9. Je sais pas si c'est du thon ou du... Bah oui, c'est du thon. Du thon, elle a le droit, parce que vu qu'il y a plein d'autres choses avec... Le handicap de Noémie reste pour l'instant un mystère pour les généticiens. Mais ce régime l'aura au moins débarrassé de son épilepsie. Même s'il est très contraignant, sa mère l'applique scrupuleusement. Ça nous évite en fait qu'elle ait 36 000 médicaments. Là, elle a juste un médicament avec son régime alimentaire. Et du coup, ça fait 5 ans qu'on la maintient sans crise, sans absence. Elle peut marcher sans casque. J'ai plus besoin d'être tout le temps derrière elle. Et elle prend du poids, elle grandit. Avec les analyses qu'on fait chaque année, ça bouge pas. Elle n'a pas de carence de ce qui pourrait lui manquer. Donc on fait le régime correctement, donc ça va, on est content. Le régime cétogène, quand il fonctionne bien, comme chez Noémie, est une alternative efficace lorsque les médicaments antiépileptiques n'agissent pas ou provoquent trop d'effets secondaires. C'est en voyant les bénéfices des corps cétoniques sur les épileptiques que certains chercheurs se sont demandé s'ils pourraient agir aussi sur d'autres pathologies du cerveau, comme Parkinson ou Alzheimer. Responsable du Centre de la mémoire aux hôpitaux universitaires de Genève, Giovanni Frisoni est neurologue. Pour lui, l'hypothèse alimentaire doit être explorée. Il s'intéresse en particulier au microbiote et au rôle des bactéries intestinales dans le processus neurodégénératif. Car on pense que le tube digestif est affecté bien avant le cerveau, aussi bien dans la maladie d'Alzheimer que dans celle de Parkinson. La pathophysiologie de la maladie d'Alzheimer est assez proche à celle de la maladie de Parkinson parce que on sait que les protéines toxiques sont différentes, mais la diffusion des protéines toxiques dans le cerveau est similaire, est la même. Et donc, il se peut que les mécanismes soient liés à quelque chose qui se passe au niveau de l'intestin, du sang, du liquide céphalorachidien et finalement au niveau du cerveau. Ça, c'est l'hypothèse. Hein. On ne sait pas si c'est le cas, mais c'est l'hypothèse que nous sommes en train de tester. Là encore, même question. Est-ce qu'une diète cétogène pourrait influencer le cours de la maladie? Ça peut changer quelque chose, ça peut changer un peu. Pourquoi? Parce que le phénomène de la mort synaptique n'est pas un phénomène tout ou rien. Il y a des synapses qui sont parties, sont mortes, et donc
Bon, voilà, il n'y a plus rien à faire. Il y a des synapses qui sont vivantes et fonctionnelles, donc bien. Il y a des synapses qui sont au milieu du chemin, qui sont souffrantes, parce que elles sont dans le chemin de neurodégénérescence qui va le conduire vers la mort. Et ce sont ces synapses-là qui pourraient bénéficier d'une amélioration de son métabolisme de manière temporaire. Ok, mais ça pourrait être c'est déjà quelque chose. Agir sur le métabolisme des cellules pour agir sur les maladies causées par un dérèglement du métabolisme. L'idée est séduisante et très logique. Elle occupe les chercheurs d'un laboratoire de l'Université de Zurich. À l'Institut de pharmacologie et de toxicologie, Bruno Weber et son équipe ont construit des microscopes qui permettent d'observer les neurones et toutes les cellules cérébrales en action chez des souris vivantes. Le cerveau serait monocarburant, c'est-à-dire qu'il n'utiliserait qu'une seule source d'énergie à la fois, soit le glucose, soit les corps cétoniques. Dans la maladie d'Alzheimer, le cerveau devient progressivement incapable d'utiliser le glucose, d'où l'idée de lui donner des corps cétoniques comme carburant. Beaucoup d'effets positifs chez toutes sortes de malades différents sont décrits dans la littérature médicale. Mais la connaissance est encore balbutiante et les recherches doivent être poursuivies. C'est vrai qu'on a vu des effets positifs dans la maladie d'Alzheimer et dans d'autres pathologies neurodégénératives, et aussi dans les maladies psychiatriques. Ce qui n'est pas encore clair, c'est comment cette diète fonctionne exactement. C'est possible qu'un changement de type d'énergie puisse jouer un rôle tout à fait crucial dans l'évolution d'une maladie neurodégénérative. Pour l'instant, peu d'argent est investi dans ce type de recherche chez les patients. Pourtant, ils sont de plus en plus nombreux à tenter une diète cétogène. Dans la migraine également, des effets positifs ont été rapportés par des malades qui ont vu leur crise diminuer ou disparaître sous cétose. C'est possible, puisque ces maladies sont de la même famille. Épilepsie, migraine et autres maux de tête chroniques. Ce sont des phénomènes proches, mais on ne comprend pas tout. On n'a encore aucune certitude à ce sujet. Notre alimentation est au cœur des maladies du métabolisme. Elle affecte le fonctionnement de nos cellules dans le cerveau et tout l'organisme. Il est vraiment urgent de passer des études sur les souris à celles sur les humains. On commence également à étudier et à mesurer l'importance des micronutriments, car l'alimentation, ce n'est pas seulement les protéines, les glucides et les graisses. Leur composition compte beaucoup et va influencer la santé, tout comme la manière dont les végétaux sont cultivés et le bétail élevé. Les populations qui se nourrissent d'animaux, qui ont pâturé et surtout qui mangent encore la bête entière, y compris les abats très riches en micronutriments et en gras, semblent être en meilleure santé et mieux vieillir que ceux qui mangent des viandes maigres et des produits allégés. La diabolisation du gras a provoqué des effets pervers. Les pédiatres voient de plus en plus de jeunes parents qui nourrissent leurs enfants quasi sans matière grasse, tellement ils sont persuadés que c'est mauvais, alors que c'est un élément essentiel au développement. D'ailleurs, au Canada, plus de 800 médecins et professionnels de la santé viennent de lancer un appel pour exiger la révision de la pyramide alimentaire et des conseils nutritionnels. À la lumière des études publiées ces derniers mois, ils sont rejoints par d'autres en Europe. Tous préconisent le retour à des aliments bruts, naturels, avec du bon gras qui rassasie, qui fait plaisir et évite ces terribles fringales provoquées par le sucre.